Cette petite fille s'appelle Manon. Elle illumine la vie de ses parents depuis sa naissance il y a 8 ans. Manon est aujourd'hui une petite fille comme les autres. Elle a pourtant déjà vécu une histoire extraordinaire, unique. Cette histoire a débuté dans le ventre de sa mère, au cours des quelques mois qui ont précédé sa naissance. Au cours de cette épopée universelle que nous avons tous vécue et dont on ne cesse de percer les mystères. Une cavité utérine en milieu de grossesse, c'est un studio de 30 cm sur 30 sur 30. C'est à toi ou au bébé que tu essayes d'apprendre le japonais? Le fœtus reçoit beaucoup de signaux de l'environnement dans lequel vit sa mère et l'impact va être à long terme jusqu'à l'âge adulte. J'ai tout fait pour lui transmettre le plus de bon possible. Non, 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 non. Oh non, je ne touche pas à ça. Nous sommes ce que nos mères mettent à notre disposition. Mais ce moment magique qu'est la grossesse ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a quelques années, malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose pour ses enfants. Oui, mais si tu le portais, peut-être que tu réfléchirais différemment aux solutions. Imagine que ce soit de moi que ça vienne. La première chose qui me vient, c'est que je me dis peut-être que mon enfant va mourir. Je lui disais, il faut qu'on se batte, il faut qu'on garde espoir, il faut que tu te battes avec maman. Nous allons vous raconter la grossesse de cette jeune femme, Audrey. Une grossesse à risque, comme la qualifient les médecins. C'est en nous inspirant du récit des familles qui ont vécu cette épreuve que nous avons imaginé l'histoire d'Audrey, de Nicolas et de leur bébé. On a des ressources en soi pour déplacer des montagnes et ça s'est avéré pendant cette grossesse. Je crois qu'il aurait manqué un truc essentiel si elle avait pas été là et on est quand même super content qu'elle y soit. En vous racontant l'histoire de ce petit être en devenir, nous allons découvrir que le jour de notre naissance est loin d'être le premier jour de notre vie. L'histoire de nos bébés commence dans la quiétude et l'obscurité du ventre maternel, bien à l'abri. Audrey est enceinte de 5 mois. Elle imagine déjà ce petit être qui grandit dans son ventre. Elle le rêve chaque jour un peu plus. Son bébé, comme un apesanteur, s'agite de plus en plus. En s'adaptant au déplacement de sa mère, il organise sa musculature, découvre son propre corps. Il se prépare déjà à sa vie future. Bonjour Alexandra. Salut. Ça va? Il a bougé? Ah, c'est toi, c'est sûr, c'était pas un gargouille. Hein. C'est bizarre, ça fait un peu alien. Et tu te souviens de ce que disait ma grand-mère? La première fois que le bébé bouge, ce que tu vois toi sera à l'image de sa vie. Toi, qu'est-ce que t'as vu? Un escargot qui mange les feuilles du figuier. Oui, moi j'étais dans le jardin. Ce sera un aventurier. Ou un critique gastronomique. Un jardinier. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais votre chantilly me fait très envie. C'est trop bon. Non, laisse-en nous un peu quand même. Mais c'est hyper léger, super bon. À 5 mois de grossesse, le fœtus est déjà sensible au goût et aux émotions ressenties par sa mère. Viens, viens, viens. C'est joli, Maxence, non? C'est pas un garçon. Madame Richard, s'il vous plaît.
L'échographie du 5e mois est appelée échographie morphologique. Une formalité pour vérifier que le développement du fœtus se déroule normalement. On voit que quelque chose ne va pas, on voit qu'il cherche très longtemps, qu'il prend plein de mesures. On ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Je pense qu'il s'entretient un moment aussi avec quelqu'un qui est... Oui, et puis on comprend qu'ils sont en train de relever quelque chose qui ne va pas. Ouais. Mais pendant un bon quart d'heure, ils parlent dans leur jargon, et ils explorent. Ah, tiens, tu vois, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On sent que ça ne va pas, mais ils ne nous disent rien. Et c'est un quart d'heure qui est très difficile à vivre parce qu'on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas la gravité, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Les gens viennent faire l'échographie parce que ils veulent connaître le sexe de leur fœtus et juste le voir, mais avant tout, les échographies servent à s'assurer qu'il n'y a pas de malformation. Donc nous, on sait que potentiellement, à chaque échographie, on peut trouver quelque chose. Donc elle nous a appris que c'était un garçon. Et ensuite, elle a repris son travail. Elle nous a dit il y a un problème avec le bébé. Comment ça, il y a un problème? Je ne suis pas certain du diagnostic. Il faudrait refaire une échographie complémentaire chez un collègue de référence. L'échographiste, au bout de 5 minutes, a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et là où elle était un peu démunie, c'est que je lui ai posé beaucoup de questions. Et elle m'a dit, oui, mais je peux pas trop vous en dire non plus parce que je veux pas vous donner de faux espoirs ou autre. Mais on vous prend un rendez-vous de suite pour que vous alliez à Necker. Plutôt le rendez-vous, pas après 72 heures. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous savez où se trouve l'hôpital Bicêtre à Paris? Ah, carrément, faut là, Paris. Oui. Regardant. C'est pour se rassurer que les médecins ils font des analyses, là, rien d'autre. Ça va aller. C'est violent. C'est violent parce que tout s'effondre d'un coup, tout tombe. Vous rentrez avec un bébé qui est en pleine forme, qui bouge, qui fait des bonds, etc. Et je sais pas, j'ai eu mal à réaliser. Je suis sortie de là un peu sonnée. J'ai appelé mon mari de suite parce que c'était, manque de bol, le seul examen où il n'avait pas pu venir de toute la grossesse. Et c'était celui où ça aurait été pas mal qu'il soit là pour le coup. Et oui, là j'ai fondu en larmes. On tombe des nues. Parce qu'on pense pas que notre enfant... Et on pense pas de toute façon qu'il peut arriver quelque chose à notre enfant. Une grossesse, c'est pas ça. C'est pas de vivre dans l'optique qu'on va avoir un enfant malade. On dit on va avoir un enfant en bonne santé. Pourquoi j'aurais un enfant malade de toute façon? Ça m'était pas venu à l'idée. J'ai eu Pauline au téléphone. Elle a jamais passé autant d'écho pendant sa grossesse. Ça veut rien dire, ça, ouais, tu le sais bien. Mais c'est pas normal, il y a forcément un truc grave. Arrête de t'angoisser avec cet examen. Arrête. Je veux que t'enlèves les photos que t'as mises sur Facebook. C'est les amis, ça, c'est pas... S'il te plaît. Attends, c'est pas... S'il te plaît, les photos où je suis enceinte. D'accord. Assez rapidement, en fait, le samedi, quand on est rentré dans la voiture, en arrivant à la maison, j'ai dit, écoute, toi, parce que c'était mes beaux-parents qui étaient à la maison, tu gères tes parents. Moi, je me gère moi, je gère Noé, je te gère toi, mais moi, je veux pas gérer les autres. Très rapidement, je me suis senti le devoir de devenir égoïste.
C'était dur de se prendre tout en face, toute l'émotion des gens, parce qu'on a sa propre émotion à gérer qui est déjà pas évidente, et en plus se prendre celle des autres, c'est un peu violent. Donc on fait le choix effectivement de retenir un maximum d'informations, de se recroqueviller autour de nous-mêmes, avec Martin, avec la famille proche, et on garde ça pour nous. On a essayé d'oublier, mais ça revenait, ça repartait. On se rappelle encore aujourd'hui, c'était un week-end. Ces 3 jours-là, on était pas bien, quoi. Bah, rappelle-le, dis-lui que c'était pas ça. La date de livraison, c'était pas ça du tout. Attends, je prends un taxi. Ouais. Merci. Donc, ouais. C'est un sirop, pas un caramel. Évidemment. Ouais, bah, rappelle-moi, d'accord? Rappelle-moi. J'aurais jamais dû lui confier tout ça, il est complètement perdu. C'est trop gros pour lui. La pièce montée, il est complètement paumé. On a rendez-vous à 11h, vous pensez qu'on sera à l'heure, monsieur? Oui, pas de problème, madame. Comme sa mère, le fœtus lui aussi sent que quelque chose a changé. C'est à la fois merveilleux et scientifique. Si petit soit-il, ce petit être perçoit déjà les changements d'humeur de sa mère, ses émotions, ses tressaillements. L'environnement fœtal accompagne le développement. On passe de cellules à un individu absolument fonctionnel et autonome 9 mois plus tard. Donc forcément, toute la vie intra-utérine va conditionner d'une façon très significative tous les événements, notre santé au sens large. Les progrès de la science ont mis en lumière cette incroyable sensibilité du fœtus à tous ces événements vécus par la mère. C'est en étudiant nos gènes, hérités de nos parents au moment de la procréation, qu'ils ont fait ces découvertes. C'est la combinaison de ces gènes qui fait de chacun d'entre nous un être unique. Réunis dans l'ADN, présent dans chacune des cellules de notre corps, nous imaginions cette combinaison immuable. Eh bien non. Depuis 10 ans, des recherches sur le génome humain ont débouché sur de nouvelles connaissances qui constituent des avancées majeures. Si on pense que le génome humain ne contient finalement que, si on peut dire, 20 000 gènes, et que c'est à peu près la moitié du génome du riz, on comprend que le génome ne fait pas tout, n'est pas tout dans ce que devient un être humain. Voilà l'une des découvertes essentielles. Nos gènes sont sensibles à toutes sortes d'événements, qu'ils soient d'ordre physiologique ou émotionnel, et ceci dès la vie intra-utérine. Les scientifiques parlent de l'influence de l'environnement dans l'activation ou non de nos gènes. C'est cette interaction qui va orienter le développement du fœtus, lui donner une trajectoire de vie unique. Cette relation entre le gène et son environnement s'appelle l'épigénétique. On est conscient que l'environnement conditionne notre avenir. Mais le point le plus important, c'est qu'au plus précocement notre environnement est favorable ou défavorable, au plus il aura un impact tardivement. L'environnement, c'est au sens très large. Il y a tout ce que le bébé, le fœtus, va recevoir comme signaux extérieurs, en fait. Cet environnement comprend de la nutrition, mais également le stress éventuel, l'exposition à des contaminants, des facteurs toxiques. Et tous ces facteurs vont avoir une importance particulière durant cette période de développement. Audrey a bien conscience que son inquiétude n'est pas bonne pour son bébé. Mais comment faire en pareille circonstance ?
C'était... on savait pas trop à quel sens se vouer parce qu'on était dans la salle d'attente avec d'autres couples et on s'est dit, si on est tous là, c'est qu'on a tous un problème. On voit qu'il y a des familles concernées qui sont là pour des IRM ou pour des amniosynthèses, mais il n'y a pas vraiment d'échange. Je pense qu'on est tous aussi recroquevillés sur notre histoire personnelle. J'ai moi-même pas spécialement ressenti le besoin de partager autour de ça. De suite, on nous a fait faire une échographie, mais qui là a duré, je crois, 1h15. Et pendant 1h15, il ne disait rien. Parce que je pense qu'il ne voulait pas non plus trop en dire. Il voulait faire tout le tour, mais vraiment tout le tour, pour être sûr de ce qu'il allait nous dire après. Et après, il nous a annoncé très gentiment et très, très doucement qu'effectivement, le diagnostic était confirmé. Le bébé que vous attendez est atteint d'une hernie de coupole diaphragmatique. Ça veut dire qu'il a un trou dans le diaphragme. Or, le diaphragme est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Les poumons ne peuvent pas se développer, ce qui est un vrai problème. Votre bébé a visiblement une forme assez sévère. Je comprends rien. C'est normal. Je vais vous faire un dessin. Au moment où le gynécologue nous annonce la malformation, qui a effectivement une hernie diaphragmatique, il chiffre les chances de survie entre 10 et 15%. Il n'y a absolument pas de poumon gauche. Il y a peut-être une trace de poumon droit, mais voilà, c'est assez difficile d'avoir une image précise à ce moment-là de l'état des choses. Il m'a dit que le diaphragme était ouvert, il nous a dit, parce qu'on était tous les deux, il nous a dit que il y avait un poumon qui avait disparu quasiment, que l'autre était bien écrasé, que le cœur, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient montées dans la cavité thoracique et que c'était grave. J'ai très peur. J'ai très peur parce que je me dis, la première chose qui me vient, c'est que je me dis peut-être que mon enfant va mourir. Le diaphragme est une membrane comme un muscle en fait qui sépare l'abdomen du thorax. Et donc les enfants qui ont une hernie de coupole diaphragmatique ont un trou dans le diaphragme, soit à gauche, soit à droite, soit exceptionnellement des deux côtés. Et donc les viscères qui sont dans l'abdomen remontent dans le thorax. Et une fois qu'ils sont là, ils vont comprimer les poumons, parce qu'ils vont prendre l'espace disponible, et ils vont pousser les poumons qui, eux, ne vont pas pouvoir se développer. Et ça se solde par un décès ou un handicap très grave. Il y a quelques années, il aurait probablement été condamné. Aujourd'hui, il y a peut-être une solution. Mais ça n'est pas simple. Il s'agit de rentrer un tube jusqu'à la naissance des deux grosses bronches droite et gauche qui vont aller au poumon droit et au poumon gauche, et de déposer à cet endroit un petit ballon gonflable qu'on va gonfler et laisser là. On bloque leur trachée pour favoriser un surdéveloppement pulmonaire. Donc c'est le principe de ce que a été appelé un plug. C'est cette intervention que vient de proposer le médecin. Et c'est une question de vie ou de mort pour son bébé. Audrey va devoir tenir, s'armer de patience et de confiance dans cette périlleuse médecine de pointe. Une course de fond s'engage pour sauver son bébé. Ce n'est pas une technique miracle, et ça les couples le savent parfaitement bien. On s'adresse pour l'instant à des enfants qui ont des formes sévères, et on va les faire passer d'un groupe où ils ont 30-40% de survie à 60-70. Et donc on les améliore, mais c'est pas miraculeux, il y a encore la moitié qui décède.
Je me prenais les informations sans vraiment trop réagir. Par contre, le lendemain, je vomissais tripes et boyaux, ça ressortait comme ça. Et après ça, les choses avaient besoin d'être digérées pour pouvoir continuer à cheminer et se dire voilà. La sidération qu'on observe après une annonce, elle est presque systématique. Chacun réagit différemment, chaque parent réagit différemment à une annonce. Globalement, du premier entretien, probablement que 10% de ce qu'on a dit ou expliqué est assimilé. Il faut juste être conscient qu'ils sont sidérés et, encore une fois, que les messages qu'on essaie de faire passer passent au compte-gouttes et sur plusieurs sessions plutôt que d'un coup. C'est grave. J'en étais sûre. Il y a beaucoup de gens comme nous. Il a dit 500 cas par an en France. T'as pas entendu? Je suis désolée, ça ne veut pas rentrer. La première échographie, j'avais demandé, mais vous êtes sûr, il est normal? Et donc, mon gynéco qui me connaissait bien me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu l'as fait avec amour, ce bébé, de toute façon. Après ça, quand vous êtes a posteriori, que vous entendez qu'il y a une malformation, ce côté fait avec amour, vous le prenez en pleine tête, même si oui, on l'a fait avec amour, mais vous dites, mais oui, mais enfin, ça prend des proportions différentes, les mots a posteriori. Enfin, moi, je me suis sentie quand même fautive. Je me suis dit, mais c'est moi qui le fais, c'est moi qui le porte. Moi, j'ai fait peut-être quelque chose de mal et qui fait que mon fils est malade. On ne sait pas du tout ce qui crée la hernie. On ne peut pas dire qu'il y a un gène responsable des hernies. Et puis pourquoi certaines hernies sont très peu sévères, d'autres beaucoup plus? Pourquoi il y a des droites, des gauches? Ça, personne ne sait répondre. On va s'en sortir, mon ange. Audrey! Professeur? Excusez-moi, je sais que c'est plus le moment, mais j'ai oublié de vous demander quelque chose tout à l'heure. Dites-moi. Si c'était votre enfant, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez, Madame Richard, je ne peux pas prendre la décision à votre place. Je suis désolé. On a posé cette fameuse question aux médecins. Ils ont dit, nous, on répond pas à ce genre de questions. Et ils veulent pas prendre parti. Ce que je respecte, ce qui est normal, après, c'est leur position de médecin qui veut ça aussi. Il faut surtout jamais rentrer là-dedans, mais il faut leur expliquer pourquoi. Ce que l'on peut se permettre, c'est la prise de décision partagée. C'est un concept d'éthique médicale qui est particulièrement utile. On se met non pas à sa place, mais on se met à sa portée et on lui donne des éléments de réponse. On ne peut pas, nous, s'engager personnellement dans cette voie-là. Notre rôle, c'est plutôt d'accompagner, d'aider au mieux, mais probablement pas de donner un avis personnel. J'arrive plus à te parler, mon cœur. J'ai peur d'y croire. Toi, tu bouges plus. Je le sens bien. Je suis sûre que t'as la trouille, toi aussi. Pourquoi nous? Pourquoi ça tombe sur nous? Alors, qu'est-ce qui l'empêche de développer ses petits poumons? L'interaction mère-enfant, on a longtemps pensé que c'était un processus psychologique. On s'aperçoit et on sait maintenant que les liens d'attachement entre une mère et son bébé sont des phénomènes biologiques qui sont programmés par nos gènes, qui se mettent en œuvre, qui s'allument lors des interactions mère-enfant. Et on sait très bien qu'un attachement, entre guillemets, sécure, réduit la vulnérabilité psychologique ou psychiatrique plus tard dans la vie. Le fœtus n'échappe pas au grand bouleversement émotionnel que vit sa mère. Mais la nature étant bien faite, un organe en particulier tente de contrebalancer les périodes de stress.
Le placenta, qui est bien sûr l'organe principal qui fait le lien entre la maman et le bébé, est équipé à un équipement moléculaire qui lui permet justement d'éviter que les facteurs du stress puissent traverser trop facilement le placenta. Il peut limiter cette traversée et atteindre le fœtus. Bien sûr, le mécanisme ne protège pas complètement, donc éviter le mauvais stress doit être une priorité, surtout s'il est lié à effectivement un phénomène pathologique, à quelque chose qui vient bouleverser une grossesse normale, un projet d'enfant chez des parents. On nous a dit surtout vous ne cherchez pas sur Internet, on voit de tout. Mais le problème c'est que on cherche quand même sur Internet. Mon mari il me disait arrête d'aller sur Internet, tu vas lire des trucs, ça va. Lui il aimait pas trop, parce qu'il voulait pas que je me bourre un petit peu le crâne avec tout ce que je lisais, parce qu'après ça me travaillait et il voulait pas ça. Il voulait que je sois bien et que je le vive sereinement, quoi. Parce que quand on regarde Intervention in utero sur Internet, à ce moment-là, c'est juste apocalyptique. Je me souviens d'avoir lu 50% qu'il y avait une chance sur deux, il y avait un enfant sur deux qui ne survivait pas à cette malformation. Ça fait partie des choses marquantes, des points marquants au cours de cette grossesse. T'as entendu ce que disait le professeur? Que dans la plupart des cas, une malformation peut en cacher une autre. Et alors? Et alors le bébé peut naître avec des trucs encore plus graves. Oui, mais ils l'auraient vu, ça, non? Ils ont vu pour les poumons et ils peuvent voir pour le reste. Pas forcément. Peut-être que c'est mieux de repartir à zéro. Comment ça? De se dire que de toute façon, on en aura un autre et en bonne santé cette fois. Comment ça? Statistiquement, ça peut pas arriver 2 fois de suite. Tu veux quoi, qu'on le garde pas? Non, je sais pas. Je me pose la question. Alors, à la moindre difficulté, on me jette l'éponge, c'est ça? Puis dans 2 ans, si les choses se passent toujours pas comme tu veux, tu vas te débarrasser de moi aussi, c'est ça? Quoi? Une malformation qui peut en cacher une autre. Qui l'a donné cette malformation à ton avis? Imagine que ce soit de moi que ça vienne. Attends, on dirait qu'il y a que toi dans cette histoire-là. Tu crois que je m'en pose pas moi aussi les questions? Oui, si tu le portais, peut-être que tu réfléchirais différemment aux solutions. Excuse-moi, je voulais pas. Ne me touche pas. On nous dit qu'il y a des couples qui sont pas prêts, qui sont pas armés pour vivre ça, pour avoir cet inconnu, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc sachez qu'il y a des possibilités. On se réunit, une commission pluridisciplinaire pour envisager ce genre de choses, mais c'est à vous d'y réfléchir. On nous a parlé d'IMG, donc interruption médicale de grossesse, donc à l'annonce. Au début, déjà on encaisse, après on en discute. Est-ce qu'on est capable, en tant que couple et déjà parents, de vivre une grossesse compliquée, une grossesse à risque? Donc on en a beaucoup discuté. Et au début, on avait pris cette décision de faire une IMG. C'est une décision de couple. C'est le moment où il faut être honnête. S'il y en a un qui a un doute, une inquiétude ou quoi, c'est le moment de le dire, parce qu'après, c'est un peu irréversible. Et mon mari me disait, non mais prends la décision, accessoirement, c'est toi qui te fais opérer aussi, quoi. Je dis oui, mais il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Parce que s'il y a un problème derrière, il ne faut pas que l'autre reproche que non, moi je voulais pas le faire, etc. Ce que je veux pas, c'est qu'un jour, pour une raison ou une autre, ils sont au square et puis ils voient un enfant passer et puis il y a un copain qui leur dit tu vois le petit là-bas, il a été opéré à la naissance, il avait une hernie de coupole et puis on avait dit à ses parents qu'il allait mourir et puis regarde comme il va bien. On n'est pas forcément pour la paix des ménages, mais on ne peut pas prendre une décision quand on sent que le couple est discordant. Parce qu'on sait qu'on va au carnage. Ça peut arriver, bien sûr, ça arrive assez souvent. Mais on leur laisse prendre le temps de se mettre d'accord. Que ça parte dans un sens ou dans l'autre.
T'inquiète pas, c'est pas pour Facebook. C'est pourquoi alors? C'est pour nous. Pour plus tard. Pour notre enfant. Ce serait con de se dire qu'on s'est pas donné toutes les chances. C'est sûr, ça finirait par nous bouffer. Chers amis, ne m'en veuillez pas si je ne vous appelle pas pour vous donner des nouvelles. Mais il m'est difficile de répéter ce qui m'arrive. Difficile aussi d'entendre l'embarras que cela génère. D'où ce mail collectif. Nous avons décidé de garder le bébé que je porte. Je vais devoir m'installer à Paris pour rester proche de l'hôpital. Les 4 mois de grossesse qui me restent ne se dérouleront pas comme je l'avais prévu. Je vous embrasse. S'il y a une chance que ça marche, on y va. Et on fait tout ce qu'il faut. Il y a une chance sur 1 million, on la tente. Pour une grossesse classique, on fantasme son bébé, on projette des choses, etc. Là, juste, on projette le fait qu'il soit vivant. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande à ce bébé, c'est d'être vivant. Et c'est vrai que ça a été une grossesse à cercueil ouvert, tout simplement. Ce qui est difficile dans cette situation, c'est que on est enceinte, on a un être qui bouge à l'intérieur, et on ne sait pas s'il va survivre. Et on se dit, est-ce que je dois, entre guillemets, comme toute maman normale, future maman normale, lui parler, etc. Ou est-ce que déjà je dois me préparer au pire et essayer de pas trop m'attacher. Mais c'est impossible. Enfin, quand on le vit dans sa chair comme ça, c'est impossible de ne rien faire. Pendant la grossesse, l'oxygène indispensable à la vie est transmis par le cordon ombilical. Le fœtus ne risque donc rien. Imaginez la précision absolue que va demander l'intervention sur un si petit être. C'est au cours du 6e mois de grossesse qu'elle doit être pratiquée. Le temps ensuite à ses poumons de se développer normalement. Au début des années 90, à mesure que l'imagerie médicale progresse, des médecins américains cherchent à sauver ces bébés malformés. Ils décident de tenter des opérations à utérus ouvert, aux résultats discutables, notamment pour la mère. Il y avait déjà pas mal de travaux qui avaient été faits chez le fœtus, hein. Mais à chaque fois avec des risques d'accouchement prématuré quasiment de 100%. Et donc l'idée, c'était, on était obligé de trouver une technique qui était beaucoup moins invasive pour éviter un taux d'accouchement prématuré important. En Europe, des chirurgiens vont tenter de pratiquer la même intervention, mais sans ouvrir l'utérus de la femme enceinte. Alexandra Benaki fait partie de ces précurseurs. En 1997, elle fait ses premières recherches sur des agneaux, un animal dont la trachée est à peu près de même taille que celle du fœtus humain. J'avais un ami qui était ingénieur, et donc on faisait des petits dessins de quelle structure il faudrait inventer. Donc on avait dessiné une petite trachée, et puis il m'avait dessiné un ballonnet en fait à l'intérieur de la trachée. Et donc je suis allée le voir avec un petit bout de trachée de mouton que j'avais récupéré chez le boucher, en disant, est-ce que ton ballon tiendrait là-dedans? Et donc je me souviens un soir, on était allé faire une radio du bout de trachée avec le petit ballon dedans, et effectivement ça fonctionnait très bien. Et la première fois où ça a marché, quand on a fait la première césarienne et qu'on a vu que les poumons avaient grossi, on a ouvert le champagne, on était contents quand même. Mais je me suis pas dit que j'étais un cobaye, je me disais j'ai de la chance de pouvoir permettre à mon enfant d'avoir le plug. Qu'importe l'issue, je peux le vivre, quoi. Et pour moi, c'était une possibilité. Je l'aurais regretté si j'avais pas pu le faire. J'avais pas réalisé qu'on était encore au stade vraiment de la recherche pure. J'avais compris que c'était pas courant comme procédure. Séverine a été une des pionnières en acceptant l'opération il y a 9 ans. Il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de laboratoire. On était dans une dynamique pour faire survivre notre enfant. L'intervention doit avoir lieu demain.
Est-ce parce qu'elle est à présent dans l'action ou tout simplement confiante qu'elle a retrouvé le sourire? Peut-être aussi parce qu'après ce parcours du combattant, elle goûte à la sécurité de cet appartement, celui de son enfance, et à la présence d'une maman médecin de surcroît. Maman? Je suis à la bourre, j'ai passé à 13h. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? J'ai pas voulu t'inquiéter. M'inquiéter? Comment ça, m'inquiéter? Tu préfères aller te renseigner sur Internet? Parce que alors là, pour s'inquiéter, Internet, y a pas mieux, hein. C'est les pires cas qui viennent s'épancher. C'est toujours pareil, on parle que des trains qui arrivent en retard. Justement pas, j'ai vu des forums avec des femmes pour qui tout s'est bien passé. Il y en a même qui t'expliquent la médecine avec ce qu'ils ont lu sur les forums. Ça explique pas, ça rassure. Moi, ça me rassure de savoir que je suis pas la seule dans ce cas. Je m'étais toujours mis dans la situation que c'était pas possible que ça se passe mal. C'est un risque, parce que si ça s'était passé mal, là, je pense que je serais tombée de haut. Mais je m'étais vraiment mise dans la dynamique, non, ça ne peut pas mal se passer. J'ai jamais été à l'hôpital de ma vie. J'ai jamais eu de problème, je me suis jamais rien cassé. Jamais été malade plus que ça. Donc, c'était ma première confrontation avec un bloc opératoire. Et on m'avait quand même expliqué un peu comment ça allait se passer, mais j'étais contente qu'on me dise pas tout, parce qu'il y avait... Vaut mieux pas tout savoir. Audrey non plus ne connaît pas les détails de l'intervention, mais elle sait une chose en revanche, la plus importante sans doute. Cette opération est une prouesse médicale que seules 2 équipes peuvent réaliser en France. Elle se sait entre de bonnes mains. Vous pouvez commencer à badigeonner, mademoiselle. Je me souviens quand on m'a emmenée dans la salle du bloc, j'ai des souvenirs du professeur qui essayait de me rassurer. Et puis après, je me suis laissée porter, on va dire. Quand on est allongé sur cette table, avec le champ devant nous, on entend. On voit des gens avec les charlottes, les monitoring qui étaient pas loin, ils ont fait l'échographie avant. Oui, ça peut être impressionnant. Je me souviens qu'à un moment, j'entendais plein de voix de l'autre côté du rideau, et il y avait une infirmière à côté. J'ai dit, mais il y a combien de personnes là, de l'autre côté? J'ai dit, attendez, je vais voir. Elle revient, elle fait, ils sont 14. Ah ouais, quand même. Le rideau fait que vous passez à une certaine barrière où vous appartenez plus. Pour le coup, là, c'est plus dans vos mains. Donc, faut juste accepter. Et ces gens-là, ils sont là pour mon bébé. Et ils s'assurent qu'il va bien. Et donc, il y a un rapport de confiance qui s'installe sur le fait qu'il y a des choses qu'en tant que maman, je pouvais maîtriser. Et d'autres, pas du tout. L'intervention va se dérouler sous péridurale. L'anesthésie générale est impossible. Le fœtus pourra en souffrir. On badigeonne. Madame, on badigeonne. Ça va, madame? Vous allez avoir une sensation de froid, c'est normal. On fait un trou dans l'utérus qui est de 3 mm, pas plus. Le but, c'est de rentrer le moins possible dans l'utérus parce que clairement, c'est pas fait pour. Et que la membrane est comme une feuille continue et que toute altération de cette continuité fait que le liquide coule et qu'on est à risque de faire un accouchement prématuré. Voici ce fameux ballonnet, appelé plug. Un bout de plastique pas plus grand qu'un grain de riz. Gonflé avec du sérum physiologique, il va être mis en place juste à l'entrée de la trachée pour permettre aux poumons de se développer enfin normalement. Pour le déposer, le chirurgien utilise un fétoscope, une aiguille creuse d'une trentaine de centimètres. Chacun de ces gestes est millimétré, d'une précision absolue. La première étape de l'intervention consiste à endormir le fœtus. En quelques minutes à peine, il se relâche puis s'endort. Il ne sentira rien de la suite de l'intervention.
Dans les années 60, on considérait que le nouveau-né était insensible à la douleur. Dans les années 80, cette démarche a été appliquée au fœtus. Donc on faisait des opérations chirurgicales sans anesthésie. Et aujourd'hui, il est inacceptable d'avoir une approche directe, invasive, c'est-à-dire au minimum par une aiguille, du fœtus lui-même, hein, de son intégrité corporelle, sans l'anesthésier au préalable. Clairement, quand on ne l'endort pas assez, quand il dort pas assez profondément, en fait, il pousse le fétoscope. Quand on essaie de rentrer dans la bouche, on voit bien qu'il pousse avec sa langue. Et puis certains nous ont clairement poussé le fétoscope parce que ça les gêne. Et puis après, le ballon dans la trachée, honnêtement, il n'y a aucune raison qu'ils aient mal. Et on a quand même des petits signes qui nous permettraient de voir qu'ils ont mal. Un fœtus qui a mal à son cœur qui bat très vite, on dit qu'il est tachycarde, il bouge moins bien. Et là, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de raison. La trachée, il n'y a pas de raison que ça le gêne ou que ça lui fasse mal. En fait, on se repère à l'échographie pour arriver jusqu'à la bouche. On ne peut pas errer dans la cavité utérine parce que sinon on ne sait pas très bien où on est parce qu'on voit le fœtus que par petits bouts. Et donc comme ça, je dirais que c'est un monde un peu opaque, un peu visqueux. Et en fait, voilà, dès qu'on a trouvé la bouche, on rentre directement et on se balade pas. On suit la langue. En fait, on se repère il y a une ligne blanche sur le haut du palais. Et en fait, on repère cette ligne. On arrive sur la glotte qui est tout au fond de la gorge et on rentre directement dans la trachée. Ça va, madame? Je vais placer le petit ballon. Le poumon humain produit naturellement un liquide. Une fois le ballonnet placé, ce liquide y reste, bloqué. La pression ainsi exercée gonfle mécaniquement le poumon. Les premières fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Mais pourquoi je fais ça? De quel droit? Effectivement, on a l'impression de rentrer dans un monde étranger, fascinant, dans lequel on n'a pas le droit d'être, quoi. On évite de rester plus de 45 minutes. Ce chiffre est un peu arbitraire, mais on sait que quand ce geste dure 5 minutes, ce qui peut parfaitement être le cas, eh bien, il y a beaucoup moins de rupture des membranes que quand il dure effectivement 1 heure, parce que ça a été difficile, parce qu'on a dû ramer au sens propre, presque, dans le liquide amniotique pour y arriver. Moi, je me suis dit, mon fils, il réalise qu'il y a des personnes qui lui portent de l'attention autour. Il y a quelque chose, il y a une tension, mais une tension positive en fait. C'est très étrange ce qu'on ressent. On se dit, il faut le faire, c'est absolument important de le faire parce que notre bébé va pouvoir survivre grâce à ça. Et en même temps, on se dit, mais c'est un truc de fou. C'est pas naturel quand même hein, de placer un ballonnet dans la trachée d'un bébé dans le ventre de sa mère. C'est assez énorme. Donc, clairement, oui, on n'a pas suivi le cours normal de la nature. Mon but, c'est que les patients aient un enfant en meilleure santé possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc s'il faut défier la nature, allons-y, quoi. Parce qu'il y a parfois des situations tellement injustes et tellement horribles que si on peut aider, faut le faire, quoi. Voilà, madame. Le ballonnet est bien placé, on n'a plus qu'à attendre. On sort d'ici un mois. Et d'ici là, on va se revoir. Il va se réveiller quand? D'ici quelques minutes, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas, vous allez le sentir bouger. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Chers tous, merci pour vos messages de soutien. L'intervention s'est bien passée. J'ai eu la sensation d'être en apnée durant 5 minutes. Une éternité. J'avais peur de bouger. Franchement, je ne me savais pas capable de rester si calme. Moi qui ai peur de tout. Des seringues, de la moindre intervention. Il faut dire qu'en ce moment, je ne suis plus à moi. Je suis à mon bébé. Attends. Doucement. Ça va là?
Tant que tu bouges plus. D'accord. Tu restes avec moi. Je peux pas laisser Benoît seul pendant 15 jours. C'est le rush, là. Je peux pas. Pour toi, en ce moment, c'est ton plus gros chiffre d'affaires. Pour moi, en ce moment, c'est le plus gros flip de ma grossesse. Mais comment tu veux que je fasse? Que je ferme boutique? Et après, on fait comment pour vivre? Et s'il y a un problème? Et pourquoi tu veux qu'il y ait un problème, André? Non, mais sérieusement, j'ai l'impression que tu te rends pas compte de la chance que t'as. Non seulement t'as un endroit où loger dans Paris, et en plus c'est chez ta mère, et pour finir, les médecins. Excuse-moi, si aujourd'hui, je préfère vivre avec mon mari qu'avec ma mère. Oui, nous, il y a eu des moments d'explosion, mais on a communiqué, on s'est fait aider. Et ça crée des angoisses encore aujourd'hui. Hein. J'avais peur de trop bouger parce que je me disais si je bouge trop après l'opération, ça va être compliqué pour notre fils. Enfin, donc du coup, c'était difficile. Ça a été difficile parce que j'étais seule, ma fille était avec son père ou alors chez sa grand-mère sur Tours. Ça nous a un peu disloqués. La famille était un peu à droite à gauche. Ça nous a séparés, oui. Mais on nous avait prévenu à l'annonce que quand on avait une annonce de diagnostic compliquée, il y a beaucoup de couples qui se séparaient. On s'était dit mais non, ça arrivera aux autres. Et bon, après, chacun fait son chemin. On fait ce qu'on peut, mais des fois, vaut mieux être seul, quoi. Coucou mon bébé. Je crois que je t'entends avec mon stéthoscope. Je l'ai piqué à ta grand-mère. Accroche-toi s'il te plaît. Et ne gigote pas trop, hein. Que ce foutu bout de plastique reste en place. À partir du moment où on fait cette pose de plug, on se sent acteur. Enfin, on n'est plus seulement en train de subir cette malformation, on est en train d'agir contre elle et on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. Ça nous soulage beaucoup en fait de dire ça y est, on n'est plus juste en train de subir, on fait des choses et on avance dans le bon sens. Oui, c'est moi. Attends, écoute. Bouge pas, écoute. T'entends? Mais c'est marrant, tous les jours j'imagine ce petit bout de plastique. Et c'est la première fois que ce genre de matière me dégoûte pas. J'ai appris à l'aimer, Nicolas. Oui, c'est bête, je sais, mais je me dis que si ça peut aider le bébé à l'accepter lui aussi. Moi, c'est bon, j'arrête de t'embêter. Oui. Mais à demain, mon chéri. J'ai hâte de te retrouver. Salut. Au bout d'un moment, on a oublié la maladie. Et franchement, de l'oublier, ça aide. Parce que si on reste tout le temps avec ça dans la tête, bon, on l'a dans la tête, mais il faut oublier un petit peu. On sortait le week-end, on rigolait, on allait à la piscine, Je me suis mise en condition, je me suis dit, voilà, on sait que de toute façon cette grossesse va être médicalisée jusqu'au bout. Donc maintenant, on va essayer de profiter au maximum des choses. Donc on a essayé de vivre le plus normalement possible. Je me suis dit, je vais bien, le bébé va bien, tant qu'il est dans mon ventre, il va bien. Donc je l'ai vécu pleinement. Trois semaines se sont écoulées depuis l'intervention. Tout va bien. La jeune maman a même retrouvé un semblant de liberté et d'insouciance. Je viens de voir un petit se jeter sur son éclair, je l'aurais arraché des mains. Non. Non, je ne touche pas à ça. Mais... Non. C'est bizarre parce qu'avant, j'étais plus salée. Non. Comme sa mère, visiblement, il apprécie le chocolat. Au 7e mois de grossesse, ses papilles sont formées. Il est capable de percevoir les saveurs qui passent par le liquide amniotique. Il en boit près d'1 litre quotidiennement et partage donc les repas de sa mère. On a pu montrer que le fait d'introduire des goûts sucrés dans le liquide amniotique augmente le nombre de récepteurs au sucré et développe l'appétence au sucré chez le nouveau-né. Donc il y a clairement une
part d'acquis prénatal. On a même des travaux qui montrent que des mémoires acquises in utero favorisent l'acceptation de certains plats au moment où les enfants passent à l'alimentation non lactée. Donc il y a des effets très très durables de cette exposition précoce. Ces effets ne se limitent pas à une éducation au goût. On a découvert que l'alimentation de la mère et ses carences éventuelles pouvaient aussi avoir une incidence sur la santé future du bébé. Je prendrais juste un exemple qui illustre bien cet effet-là, c'est la vitamine D. Le fait d'avoir un déficit en vitamine D pendant la grossesse, donc pendant quelques mois pendant la grossesse, augmente le risque allergique. L'allergie, c'est une pathologie qui explose, qui devient de plus en plus fréquente. Il y a plus de pathologies métaboliques plus tard dans la vie lorsqu'il y a un déficit en vitamine D pendant la grossesse. Kayobi. 2. Suyobi. Le fœtus est donc bien plus sensible à son environnement que nous ne l'avions imaginé. Mokuyobi. Tant au niveau génétique que sensoriel ou encore cérébral. Kayobi. Juste une question, c'est à toi ou au bébé que tu essayes d'apprendre le japonais là? Tu vas voir à qui je vais apprendre le japonais. Spontanément, le fœtus apprend. Le cerveau se développe parce qu'il apprend. Entre les repas, la mère a d'autres activités, écoute de la musique, se positionne devant une télé, et on a des données qui montrent que le fœtus, au bout d'un certain temps, est réactif aux mélodies liées aux émissions de télé, par exemple. Plus fascinant encore, on le sait aussi désormais, le fœtus à ce stade de son développement est capable d'interpréter certains sons et de percevoir l'état d'esprit de sa mère au moment où il les entend. Il y a des éléments qui indiquent que le fœtus est réactif à certains aspects de la vocalisation maternelle et au contenu potentiellement émotionnel de la voix maternelle. Donc il y a des capacités de différenciation d'une voix joyeuse et d'une voix plutôt triste. Toutes ces marques sont retenues et sont intégrées. C'est dans ce sens-là que le cerveau fœtal est déjà acculturé. En somme, même quand on pense qu'il dort, ce petit être en devenir stocke inconsciemment dans sa mémoire tous les événements dont il est le témoin. Une découverte fabuleuse. Un mois vient de passer. Un mois de calme et de relative sérénité, car tant que le fœtus portera son plug, la grossesse de sa maman restera sous haute surveillance. À partir du moment où on me disait les poumons grossissent et ça se passe bien, le reste, j'avais pas envie de le savoir, j'avais pas envie de calculer quoi que ce soit. Là. Je le vivais pas très bien, tous ces examens, j'arrivais pas à tout saisir de ce que ça pouvait jouer en fait. Même si on me l'expliquait bien, je le comprenais bien, mais émotionnellement, c'était pas simple pour moi. Psychologiquement, il faut vraiment être forte. Je me suis dit, il faut que je réussisse. Il faut qu'on arrive à passer, j'arrive à passer au-dessus de tout ça. Moi, j'attendais ces échographies avec impatience parce que ça permettait de voir l'évolution, que j'espérais positive à chaque fois. On voulait voir aussi s'il grossissait bien, s'il grandissait bien, parce qu'on se disait, plus il sera gros, plus il sera grand, plus il sera fort. Violet, c'est sympa. Puis c'est unisexe. Ah, tu veux plus savoir le sexe? Une couleur claire, ça agrandirait la pièce. Jaune, c'est unisexe. Si.
Pourquoi tu me prends plus en photo? Il faut qu'ils sentent que toi aussi t'y crois, Nicolas. Bonjour Madame Richard. Bonjour. Monsieur Richard. Bonjour. Alors, si vous voulez bien soulever votre t-shirt. Alors, dites-moi, dans quel sens se trouve votre bébé? Aucune idée. À votre avis? Non, vraiment, je sais pas. Ces derniers temps, je le sens pas beaucoup bouger. Dites quand même. Je dirais que la tête est là. Et les pieds ici. J'ai dit ça au hasard. Hein. Est-ce que vous voulez savoir le sexe? Comment il va? Très bien. En milieu liquide comme ça, il va très bien. C'est essentiel pour les médecins qui vont accompagner cette maman de préserver les interactions mère-enfant. Il faut surtout éviter de casser l'image du bébé. La malformation hernie diaphragmatique, c'est une malformation du diaphragme. Point. La qualité de vie d'un enfant porteur de ces difficultés dépend beaucoup moins des difficultés que présente l'enfant que de la façon dont les parents acceptent ces difficultés, intègrent ces difficultés. Relâchez bien le visage, l'espace entre les sourcils et le front. Prenez conscience de votre souffle. En bon petit soldat, Audrey enchaîne les activités qui sont bonnes pour elle et donc pour son bébé. Bonnes aujourd'hui, mais surtout demain, lorsqu'il lui faudra accoucher le plus sereinement possible. Expire, on revient. Encore une fois de chaque côté, inspire. Jambe droite, bras gauche. Au revoir. Et toi, tu vas allaiter? Je sais pas encore. Si j'avais 4 seins, oui. C'est des jours. Il a 2 là-dedans. Mais ça se voit pas. Avant chaque échographie, je dors pas de la nuit. J'arrive à crémer un bicêtre, je tombe comme une feuille. Et puis une fois que j'ai entendu les 2 petits cœurs battre, je suis tranquille pour une semaine. Et ton mari? Il culpabilise de pas être là. Et toi? C'est pareil, c'est curieux. Des fois, j'ai vraiment envie qu'il soit là, qu'on soit 2. Et le lendemain, c'est l'inverse. Mais tu n'oses pas lui dire pour pas qu'il se sente encore plus exclu. Exactement. C'est vrai que le papa, on a tendance un petit peu à l'oublier. Mais le papa, il a un rôle aussi important dans le parcours de cette grossesse aussi. Même s'il il le vit pas pleinement, il est quand même auprès de vous, il y a le soutien, il y a plein de choses. Non, il lui parlait beaucoup de oui, il lui parlait beaucoup à la petite. Et avec mon mari, on parlait beaucoup à notre fils, on parlait beaucoup. Et puis voilà, on partageait des choses fortes ensemble. On était assez confiants en fait. Hein. Le fait que l'opération soit bien passée, on se disait le plus gros est fait. C'est papa. Et t'es assis combien de mois? Hé, c'est papa. Oh. Oh mais arrête avec tes expériences bizarres. Laisse-moi faire, ça peut fonctionner. C'est papa. Oh. C'est papa. Allez. Soulève encore, juste en bas. C'est papa.
le fœtus est actif. Et on a des images qui montrent un fœtus réellement explorateur de son environnement et très curieux. Il ouvre les yeux, l'utéro. On ne sait pas ce qu'il voit, mais il ouvre les yeux déjà. On a des données qui montrent que des fœtus sont capables de suivre une lampe qui est déplacée sur la surface de l'abdomen maternel. Donc là, la vision aussi, dans les dernières semaines de gestation, pourrait apporter des éléments de stimulation au cerveau en cours de développement. Théoriquement, au 8e mois de grossesse, un fœtus est prêt à quitter le ventre de sa mère. Mais jusqu'au dernier moment, ses sens peuvent encore gagner en maturité pour pouvoir remplir au mieux leurs fonctions futures. Un peu à l'image des poumons, dont la croissance reste l'objet de toutes les attentions. Votre bébé se porte aussi bien que possible. Les choses se déroulent comme prévu. Est-ce que vous souhaitez rencontrer une psychologue? Pour ce type de grossesse, les parents éprouvent souvent le besoin de s'exprimer. On parle, Nicolas et moi, on n'a pas besoin de psy. C'est vous qui voyez. Sachez que c'est possible au besoin. On se revoit la semaine prochaine. Ça nous a plutôt rapprochés et renforcés, parce que vraiment, on a fait front. On a été très unis par rapport à tout ce parcours médical, et très complémentaires. Même si on est forts tous les deux, j'avais besoin de lui pour craquer et pour me soutenir de temps en temps, parce que, j'aurais même pas imaginé vivre cette grossesse seule. C'est pas le temps de détruire, c'est le temps, au contraire, de construire différemment, mais de construire et de faire une expérience de quelque chose de très dur. On a eu de la chance en plus d'avoir un dénouement heureux, mais d'en faire une force. Cette expérience-là, a posteriori, bien sûr, pas quand vous le vivez, mais nous, ça a été une vraie richesse. Plus le terme de la grossesse approche, plus les échanges entre la mère et l'enfant sont importants. Il s'agit bien sûr de bonne santé physique, mais aussi de douceur, de tendresse, de calme. En prenant soin d'elle, Audrey arme déjà sa petite fille pour sa vie future. Cette façon de voir l'impact de l'environnement sur le futur, il faut le voir de façon positive. C'est comment améliorer notre environnement pour préserver l'avenir. Et on en a les moyens. Le fait que ces éléments d'information existent déjà modifient la perception qu'on a du fœtus et donc permettent aux gens de s'interroger sur l'effet que leur comportement peut avoir sur le fœtus. Ça fait longtemps qu'on sait que l'activité physique pendant la grossesse réduit les complications de la grossesse. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice ultérieur pour l'enfant. L'activité physique pendant la grossesse produit chez le fœtus des facteurs de croissance cérébraux qui vont améliorer le développement cérébral, notamment dans des zones très importantes de notre fonctionnement qui est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, de la mémorisation. C'est la zone des émotions. Être parent, c'est une responsabilité, bien entendu. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors, nous pouvons bien sûr l'influencer dans le bon sens, autant que possible. Responsabilité, oui. Culpabilité, non, a-t-on envie de dire. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop angoisser les femmes enceintes. On voit de plus en plus de femmes arriver en disant « Regardez, mon fœtus, elle fait mûr un peu petit. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'à 3h du matin, à 12 semaines, j'ai bu un verre de vin ?» On se calme, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut clairement rappeler à tout le monde que la grossesse n'est pas une maladie, c'est un phénomène physiologique et que, heureusement, les complications sont rares. C'était quand, ça? Donc, je sais plus, 78 ou 79. Bah, j'étais pas là encore. Pourquoi il touche ton ventre, papa? T'es sûr? Arrête, tu vois bien.
Donc, croyez... Enfin, j'ai été enceinte, pas très longtemps. Le bébé n'a pas tenu. Tu sais, j'avais pas tout à fait fini mon internat, puis... Faut se dire qu'une fausse couche, c'est probablement un bébé pas bien formé et que la nature est bien faite. Arrête, je sais ce que tu penses, Audrey, non. Le problème de ton bébé n'est pas héréditaire. D'accord ? Au fur et à mesure de leur découverte sur l'influence de l'environnement sur nos gènes, les scientifiques ont fait une découverte plus troublante encore. Ils ont mis en lumière que cette influence était transmissible aux générations suivantes. Ils l'ont compris en s'intéressant à un moment précis de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, les Allemands assiègent une région entière de Hollande et y provoquent une terrible famine. Pendant des mois, les habitants doivent subsister avec 4 fois moins de calories qu'en temps normal. Des études scientifiques ont mis en évidence que ces événements tragiques ont marqué durablement les gènes des femmes enceintes. Le fait d'avoir été exposé à une sous-nutrition génère des dérèglements cérébraux. Le cerveau du fœtus se dit « Ok, l'environnement de ma mère est relativement pauvre, donc moi, il faut que je génère des adaptations, je vais grandir moins vite, ou certaines structures du cerveau vont prendre des voies de développement différentes, et le mécanisme sous-jacent est très probablement de nature épigénétique. » Nous savons aujourd'hui que les enfants qui ont été conçus ou qui sont, dont la grossesse s'est déroulée durant cette période, ont, alors qu'ils sont devenus adultes, un risque supérieur de développer par exemple un diabète à l'âge adulte. Plus étonnant, les chercheurs découvrent que les petits-enfants de ces femmes, qui n'ont pourtant pas vécu ces événements, conservent eux aussi ces marques de ces privations. L'hérédité épigénétique existe. Donc hérédité, on pense tout de suite génétique. Et bien sûr, celle-ci est bien établie. Mais certaines marques, au moins épigénétiques, sont transmissibles sur probablement plusieurs générations. C'est uniquement ces marques épigénétiques qui régulent le niveau d'expression du gène, qui reste normal, qui peuvent être transmises. Ce n'est donc pas une mutation, ça ne devient pas une maladie génétique. Les chercheurs restent néanmoins persuadés qu'il n'y a pas de déterminisme prénatal, que le livre de notre vie n'est pas écrit avant notre naissance. C'est donc bien une mémoire qui est un peu comme la mémoire active d'un ordinateur qui pourra continuer à agir longtemps, mais fort heureusement, elle est effaçable et influençable, on peut la corriger. C'est plutôt rassurant comme nouvelle. C'est plutôt rassurant parce qu'on se dit qu'on n'est pas entièrement génétiquement déterminé, qu'on n'est pas impuissant et conditionné par nos gènes, et qu'on peut améliorer notre environnement, travailler sur l'environnement ensemble pour réduire les risques. Anatole. Maxence. Elliot. Roger. Roger. Et si c'est une fille? Manon. Manon. Le prénom, oui, on l'avait cherché. On l'avait déjà en tête, en fait. Après, la chambre, non. Non, on n'avait pas envie de faire la chambre, on n'avait pas envie d'acheter des vêtements. On craignait trop, en fait, qu'il se passe quoi que ce soit et... On a demandé à nos proches de ne rien nous offrir. S'ils voulaient acheter des choses, de les garder pour eux, qu'on ne voulait pas les avoir chez nous. Parce qu'on s'était dit, si ça se passe mal et qu'on rentre à l'appart et qu'il y a une chambre d'enfant mais pas d'enfant dedans, ça va être juste un cafard pas possible. Donc on ne voulait pas s'infliger ça en plus. La chambre n'était pas faite, d'ailleurs il n'avait pas de chambre. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien de rien. Ma grossesse, je l'ai arrêtée. Enfin, je l'ai arrêtée. Psychologiquement, je me suis arrêtée à l'annonce.
C'était on ne touche plus mon ventre, on me parle plus d'enfants. Déjà, fallait pas acheter de vêtements, fallait rien acheter. La famille voulait que je sois un peu plus motivée et me faisait des cadeaux par-ci par-là. Et c'est vrai que je commençais à acheter des petites choses, mais c'était vraiment tout doucement. Je lui ai beaucoup parlé pendant la grossesse. Je lui ai écrit des lettres aussi. Parce que c'était quelque chose d'important pour moi. J'avais besoin de libérer ma parole. Et par l'écrit, c'était le plus facile. Donc je lui ai écrit des lettres. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que plus tard, il pourra les lire et ça lui donnera un peu de perspective. Demain, nous repartons pour Paris. Cette fois, les médecins vont retirer le ballonnet qu'ils ont placé il y a 1 mois. J'angoisse un peu pour tout vous dire. Mais je veux croire que tout va bien se passer. Sinon, tout ça n'aurait servi à rien. À très bientôt, mes amis. Croisons les doigts. Tout s'est bien passé. Votre bébé se porte bien. C'est une affaire qui roule, Audrey. Et félicitations, c'est en grande partie grâce à vous. Bon, bah maintenant, il va falloir se reposer et bien profiter de ces dernières semaines de grossesse. Je vous laisse. Merci. Le déplug s'est passé magnifiquement bien. Le bébé s'est retourné correctement. Il a ouvert la bouche encore. Ça a été retiré. En 10 minutes, c'était réglé et c'était parti pour la salle de réveil, quoi. Il avait donc 30% de capacité pulmonaire à l'annonce du diagnostic. Et à la fin, quand ils ont enlevé le plug, donc à 34 semaines de grossesse, on était à 67,8%. Donc on peut dire que le plug a bien fonctionné sur mon fils. Par contre, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on ne savait pas si le poumon qui grossissait était un poumon de bonne qualité. Si c'était un poumon qui allait pouvoir fonctionner correctement, faire les échanges gazeux et pouvoir respirer, en fait. Il y a aussi la petite inquiétude de savoir est-ce que l'évolution des poumons restera aussi favorable après le retrait du plug que si en 10 jours, ça va pas de nouveau se faire écraser. Enfin, en quel cas, c'est aussi un risque. Mais en même temps, voilà. C'est toujours super. Cette étape, elle est validée. Mais... Le fœtus commence à être à l'étroit dans le ventre de sa mère. Ses poumons ont rattrapé une grande partie de leur développement. Il inspire et expire régulièrement et semble prêt à mettre le bout du nez dehors. Chers tous, ça y est. Je peux me lever et reprendre une vie normale. Ai-je raison de penser que si tout s'est bien passé, c'est que notre petit asticot s'accroche à la vie ? Pour une pathologie comme la hernie, il y a toujours un risque d'accouchement prématuré, mais c'est sûr qu'on se dit que si la patiente accouche, on est déjà à 34 semaines, les chances que le bébé aille bien sont importantes, mais il faut vraiment éviter qu'elles accouchent avant 35 semaines. Le professeur Benaki, plusieurs fois me disait surtout faites attention, faut pas accoucher avant, etc. Et je lui disais mais non, c'est vous qui le déclencherez. J'étais intimement persuadée que de toute façon je l'amènerais au bout. Après ça, au bout, c'était à lui après de faire son chemin et de faire avec ce que j'avais pu lui transmettre et lui donner comme force et comme bon. Ces grossesses qui ont été médicalement intensivement soutenues, voilà, moi je suis pour une programmation de l'accouchement dans le centre qui doit les prendre en charge et une voie d'accouchement qui est effectivement très souvent une césarienne. Je m'étais projetée en me disant que j'accoucherais à Lyon. Les professeurs m'avaient dit que c'était pas idéal de faire ça, qu'a priori j'accoucherais certainement à Kremlin-Bicêtre. Et là c'était juste l'enfer pour moi d'y penser.
Le dernier rendez-vous que j'ai eu, j'étais pas très rassurée, j'avais passé une très mauvaise nuit parce que j'avais des craintes, j'avais presque fait une nuit blanche. Je m'imaginais accoucher toute seule dans le studio et je me disais ça va être le drame si c'est la nuit parce que il y avait des craintes d'un accouchement prématuré, j'étais à 33 semaines. Maman, il bouge plus. On l'a réveillé. On a plein de bonnes nouvelles, donc forcément on a envie de se battre encore plus. Et en même temps, il faut savoir rester parfaitement maître de soi et ne pas s'enflammer en se disant ça y est, on a gagné, parce qu'on n'a jamais vraiment gagné. Et c'est une lutte qui ne fait que commencer. Et chaque étape, même quand elle est réussie, n'est qu'une ouverture vers une autre étape qu'il va falloir gérer à ce moment-là. Franchement, jusqu'à l'accouchement, je me suis ménagée, j'ai vraiment profité. Je me dis, je ne fais plus rien. J'ai pas envie de risquer d'accoucher avant terme. Je continue à vivre, la vie elle continue, mais je faisais pas mes carreaux, je faisais pas le ménage du printemps. Il y a un retour un peu vers une grossesse entre guillemets normale à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que on sait qu'il n'y a plus qu'une dizaine de jours. Globalement, c'était à peu près ça, parce que c'était fin mai ou début juin, je crois. Oui, c'est à peu près. Il n'y a plus qu'une dizaine de jours et ça y est, c'est maintenant, ça va arriver. Voilà. Donc maintenant, mon fils est à peu près sur les mêmes rails que les autres, et ben on va voir. Voilà. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Expire, on relâche. Inspire. 22 minutes. Ça me lance jusque dans le dos maintenant. Je vais l'emmener. Qu'est-ce qui se passe? Pas des contractions? Tous les combien? La dernière, c'était il y a 22 minutes. Ah, c'est bon, vous avez le temps. Non, faut pas traîner, elle peut pas coucher n'importe où. C'est pour laquelle? Bon, allez, on va y aller, on respire avant et on se détend. D'accord? Ça va aller. Mon mari est toujours pas là? Pas encore, non. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Détendez-vous, de toute façon, je suis là. Bon, je vous présente le docteur Boutin. Bonjour, madame. C'est elle qui va prendre en charge votre enfant. Ça va aller. Respirez. Il ne va pas tarder. Allez, ça va. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir accouché, en fait. J'ai commencé à avoir des douleurs, etc. Bon, on m'a donné un Doliprane. Et je les entends dire, bon, bah ok, c'est bon, on part en nager. Traduction, anesthésie générale, respirer dans le masque. Ah ouais, super, j'aurais vraiment eu la totale, quoi. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je l'ai su après, parce qu'on m'a raconté, etc. Mais... Allez, on pousse. Allez, Audrey, on pousse. Allez, c'est bien. Stop, c'est bien. Allez, on pousse. Ah, stop, je dégage les épaules. C'était une petite fille. Pourquoi elle pleure pas? C'est normal, tout va bien. C'est normal. Ça va, Audrey, tout se passe bien, on est là. Allez, on s'inquiète pas. Ça va, Audrey, on s'occupe de tout. Allez, on continue, nous. D'accord? Allez, on respire. Voilà, ça va. Et là, je l'ai vu, il avait des grands yeux ouverts, il nous regardait, c'était merveilleux. Et puis là, ils nous ont dit, il faut qu'on parte très vite, là. Et je l'ai même pas entendu crier, en fait, j'ai pas de souvenir. On nous avait dit, elle sera pas capable de crier, les poumons sont pas fonctionnels, on va tout de suite la réanimer. Et là, j'ai réalisé qu'elle avait réussi à crier, je me suis dit, waouh,
C'est un signe, là, c'est notre battante qui se manifeste. Et puis j'ai vu quelqu'un sortir de la pièce en courant. J'ai pas tout de suite compris que c'était en fait la puéricultrice qui avait Camille dans les bras et qui passait juste la porte pour aller la faire réanimer tout de suite à la sortie du bloc. Et puis après, ça va très vite. Je pense qu'on se pose plus de questions. On se dit, on a fait tout. Elle est là et c'est le principal. Et puis on laisse les médecins prendre le relais, en fait. C'était le moment où ça passe ou ça casse. On était convaincus que c'était dans les heures qui allaient suivre l'accouchement que tous les efforts qu'on avait consentis, que tout le monde avait consenti avec nous jusqu'ici, allaient être couronnés de succès ou pas. J'avais le professeur Ville qui me tenait le bras et qui me disait « c'est bon, ça s'est bien passé, il est né ». Et je me suis dit « hein ? Ah oui, merde, j'ai plus d'enfant, il est né ». Et je crois que j'ai dû le répéter une trentaine de fois. Il est né, il est né, il est né. Et j'arrêtais pas de le dire à mon mari, il était « oui, c'est ça ». Je vous laisse, je reviens. Alors ça y est, vous faites connaissance. Félicitations. Reposez-vous maintenant. Cette petite fille s'appelle donc Manon. Dans les jours qui viennent, elle sera de nouveau opérée. Il va falloir boucher le trou du diaphragme et replacer correctement les organes qui empêchaient ses poumons de se développer normalement. Soit le trou est petit et le chirurgien peut fermer en mettant des points pour fermer l'orifice, soit le trou est trop gros et ils mettent un petit patch de tissu synthétique qui va être colonisé après par les cellules du diaphragme autour pour boucher le trou. Le poumon de l'homme grossit jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc en fait, il y a un petit rattrapage, pas parfait, mais il y a un rattrapage de la croissance pulmonaire. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces problèmes, au fil des années, régressent. Plus ou moins rapidement. Il y a des enfants qui vont très bien à l'âge d'1 mois, d'autres qui vont mettre 2 ans pour être indemnes de pathologie, parfois un peu plus et un peu plus longtemps. Moi, je suis vraiment admirative de ces femmes qui acceptent de passer par tout ça, quoi. Mais quand l'enfant va bien, forcément, après, on est tous très contents. Et quand l'enfant décède, elles disent toutes la même chose. Elles disent, mais j'ai donné toutes les chances à cet enfant. On n'est pas si responsable que ça, quoi. Ces gens, ils ont accepté des choses, ils ont vécu des choses qui font que... Enfin, moi, quand ils me remercient, je me dis, mais c'est vous qui avez fait le boulot, quoi. C'est pas nous, quoi. Je me suis rendu compte que pendant tout cet épisode, on avait toujours été dans l'action. Et que là, ça y est, entre guillemets, il n'y avait plus rien à faire. On était de nouveau à la maison avec un bébé qui se portait bien. Et il fallait juste en prendre soin comme n'importe quel parent. Et là, je sais pas, j'ai commencé à réaliser tout ce qu'on avait vécu. Et je me suis dit, c'était vraiment pas banal, en fait. Ce bébé-là, en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on allait sortir avec finalement et qu'il fallait vite se dépêcher de lui faire un coin à la maison parce que on n'avait pas le lit, parce que on avait bien un berceau dans lequel on avait accueilli sa sœur, mais il était trop gros pour entrer dans ce berceau-là. Et effectivement, au bout d'un moment, on se dit, bah oui, on va rentrer avec, ça y est. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai toujours peur pour lui. Un jour, ça s'arrêtera. Hein. Il me dira, la maman, lâche-moi. Pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'il n'a que 3 ans. Mais un jour, ouais, il me dira, lâche-moi les baskets, je vais bien. Ewen est rentré chez lui à l'âge de 3 mois. Ses poumons se sont développés et sa respiration est normale.
Après avoir eu de grandes difficultés pour s'alimenter durant les premiers mois de sa vie, Camille est scolarisée tout à fait normalement. On n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas, mais on n'y pense plus. Lors de notre entretien avec Nassira, sa petite fille était encore en réanimation. Son état de santé s'est depuis amélioré. Elle est sortie de l'hôpital. Le bébé de Séverine est décédé, quelques jours après sa naissance. Depuis, elle est de nouveau maman d'une petite fille qui la comble de bonheur. Je crois que je referai tout de la même manière. Oh, je le referai. Je referai le plug. Balian, lui, a été opéré il y a 9 ans maintenant. Une éternité pour sa famille. On a eu une histoire extraordinaire pour une famille normale. Le couple Zekoum a donné naissance à une petite Melek. En bonne santé, elle doit néanmoins prendre soin de son poumon gauche, encore fragile. Arthur, le fils de Fanny, a fait un arrêt cardiaque après la naissance, mais il ne garde aucune séquelle de cet ultime épisode. Je ne sais pas encore comment je vais lui raconter. C'est encore un peu abstrait, mais oui, il connaîtra son histoire. Ah, et puis il faut qu'il sache ce que sa mère a vécu, quoi, merde. L'insatiable curiosité que génère la vie intra-utérine change peu à peu la perception que nous avons du fœtus. Les enfants restent encore des énigmes lumineuses. Mais nous commençons, petit à petit, à comprendre comment cette odyssée de 9 mois oriente leur vie, la façonne bien plus que tout ce que l'on pouvait imaginer.